Bonjour à tous, alors pour ce CM numéro 3, je vais vous parler de l'évaluation diagnostique. Pour faire le lien avec les deux CM précédents, nous avons parlé des finalités. On peut dire que l'évaluation diagnostique va permettre l'opérationnalisation des finalités en regard d'un contexte local, en regard de caractéristiques d'élèves spécifiques. Alors si on donne une définition de l'évaluation diagnostique, on peut prendre celle par exemple de Noiset et Caverny en 1978 qui disent que l'évaluation diagnostique intervient lorsqu'on se pose la question de savoir si un sujet possède les capacités nécessaires pour entreprendre un certain apprentissage. On parle également d'évaluation pronostique ou d'évaluation prédictive. L'évaluation diagnostique est à différencier de l'évaluation formative. L'évaluation diagnostique se déroule en début d'apprentissage. L'évaluation formative, elle, se déroule en cours d'apprentissage. Noiset et Caverny, en 1978 toujours, définissent l'évaluation formative comme le processus consistant, compte tenu d'un objectif pédagogique préalablement choisi et d'un programme d'apprentissage préalablement établi, à vérifier si l'élève progresse et s'approche de l'objectif. Le Gueb de Nantes, dans la revue académique en 1990-91, précise que l'évaluation formative s'accompagne, dans le but d'optimiser l'apprentissage, de processus de remédiation définis comme une régulation dans l'activité pédagogique à partir des caractéristiques des réponses attendues, des procédures utilisées, afin que l'élève s'engage dans des stratégies et des conduites plus adéquates pour obtenir des objectifs de transformation attendus. L'enjeu de l'évaluation diagnostique, c'est de permettre une différenciation pédagogique. Dans le dictionnaire, différencier est synonyme de distinguer, marquer la différence. On retrouve également se différencier, c'est se distinguer par des caractères dissemblables. La différenciation pédagogique, ce n'est pas forcément faire des groupes de niveau. À l'heure actuelle, où on est essentiellement centré sur l'acquisition de compétences, on va plus peut-être se diriger vers des groupes de besoins que vers des groupes de niveau. Plus concrètement, différencier la pédagogie consiste d'une part à jouer sur un aspect didactique et sur un aspect pédagogique. Sur le plan didactique, on peut effectivement réfléchir à la nature des activités les plus appropriées aux élèves, mais également à la nature des contenus d'enseignement dans une même APSA. Il y a effectivement des contenus qui sont plus adaptés en regard des caractéristiques des élèves que d'autres. Sur le plan pédagogique, on peut jouer sur la nature des situations que l'on va choisir pour apprendre. On peut différencier et gérer l'espace et le temps différemment. On peut faire varier les formes de groupement, les supports qui servent à l'enseignement et les médias, les attitudes pédagogiques et les formes d'apprentissage. De manière assez traditionnelle, on peut distinguer dans l'évaluation diagnostique des caractéristiques générales chez les élèves et de l'autre côté des caractéristiques spécifiques. Les caractéristiques générales permettent plutôt de donner une orientation pédagogique au cours. Les caractéristiques spécifiques sont plus en lien avec la définition des contenus permettant aux élèves de progresser dans la PSA. À contenu égal, on peut avoir des méthodes pédagogiques différentes, ce qui donne une coloration différente au cycle d'apprentissage. Qu'entend-on par caractéristiques générales? En s'appuyant sur un article déjà assez ancien de Ria et Fiard dans la revue EPS 269 en 1998, on peut dire que les caractéristiques générales renvoient aux caractéristiques indépendantes que ces auteurs appellent froides et aux caractéristiques semi-dépendantes que ces auteurs appellent tièdes. Les caractéristiques indépendantes, c'est-à-dire froides, elles influencent l'intervention mais ne sont pas modifiées par celle-ci. Il s'agit par exemple du nombre d'élèves dans la classe, du nombre de redoublants, du nombre de garçons
et de filles, des catégories socio-professionnelles des parents, des inaptitudes, des pathologies, des caractéristiques morphologiques. Les caractéristiques semi-dépendantes ou tièdes influencent l'intervention et sont partiellement modifiées par celle-ci. Les comportements, les attitudes, les comportements sociaux, les pratiques sportives antérieures renvoient à ces caractéristiques semi-dépendantes. Les caractéristiques spécifiques, toujours en s'appuyant sur l'article de Ria et Fiard, sont des caractéristiques dépendantes. Les auteurs les appellent également des caractéristiques chaudes. Ces caractéristiques influencent bien évidemment la nature de l'intervention et sont fortement modifiées par cette dernière. Il s'agit en fait des caractéristiques motrices des élèves dans la PSA. En fonction de l'échelon où l'on se situe, la prise en compte et l'utilité des caractéristiques n'est pas la même. Si l'on se situe par exemple au niveau du projet d'établissement, c'est-à-dire un projet qui concerne finalement l'ensemble des disciplines de l'établissement, ce qui va avoir de l'importance, ce sont plutôt les caractéristiques générales, froides et tièdes, de l'ensemble des élèves de l'établissement. Lorsqu'on se situe au niveau du projet EPS, on va prendre en compte cette fois-ci les caractéristiques générales et les caractéristiques spécifiques, mais là encore, de l'ensemble des élèves de l'établissement. Lorsqu'on se situe cette fois-ci au niveau du projet de classe, on va prendre en compte les caractéristiques générales des élèves de la classe. Et ce projet de classe va donner une orientation pédagogique particulière aux différents cycles de l'année. Au niveau du projet de cycle, on va bien évidemment tenir compte du projet de classe, mais on va essayer de prendre également en compte les caractéristiques motrices chaudes des élèves de la classe et essayer d'individualiser ces caractéristiques pour être le plus opérationnel possible et arriver à faire progresser les élèves. Pour opérer cette évaluation de diagnostic, quels sont les critères qu'on peut utiliser? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant. Avant de préciser les critères, j'aimerais vous dire que l'enjeu pour vous, en troisième année, c'est de profiter de cette année de formation pour mieux connaître les élèves. Je vous incite donc, et ce sera fait notamment dans les cours de suivi de stage, à construire des questionnaires que vous distribuerez aux élèves, à favoriser des entretiens avec les élèves pour essayer de mieux les connaître. Ces différents résultats que vous obtiendrez à l'aide de questionnaires d'entretien seront à présenter dans le dossier de fin d'année. Pour essayer de préciser un petit peu les caractéristiques générales, je vais m'appuyer sur un document que vous trouverez sur le lien présent sur la diapositive. C'est un document qui traite du décrochage et qui présente sur différents aspects les caractéristiques des élèves qui réussissent à l'école et les caractéristiques des élèves en décrochage. Les catégories qui permettent d'identifier ces deux types d'élèves me paraissent intéressantes pour aborder la question des caractéristiques générales. Je vais donc essayer de vous la présenter. La première dimension à prendre en compte dans les caractéristiques générales est sans doute celle du rapport à l'école. Ce rapport à l'école renvoie au sens que prend l'école chez les élèves, au sens de la scolarisation. On constate par exemple que pour les élèves en décrochage, on est essentiellement sur une logique du niveau, du cheminement. La scolarisation est une course d'obstacles où il faut passer, aller le plus loin possible pour accéder au bon métier. C'est une obligation dont il faut s'acquitter, se libérer. Pour les élèves en réussite scolaire, le rapport à l'école est différent. On s'inscrit dans une logique culturelle d'apprentissage et de développement. La scolarité a du sens, elle est reliée à ce qu'on y apprend, et le choix du métier s'opère non en préalable, mais à partir de l'expérience scolaire, de l'intérêt que porte l'élève
à tel ou tel domaine, telle ou telle discipline. La deuxième dimension est celle du rapport au savoir. Il renvoie au sens et à la conception que peut prendre le savoir enseigné à l'école pour les élèves. Ici, en EPS, on parlera plutôt de rapport aux APSA. Il s'avère que les élèves en décrochage, par exemple, ne valorisent parfois que ce qui leur permet de faire face aux situations de la vie quotidienne, ce qui leur semble utile, qui a une référence, un savoir qui a une référence culturelle marquée. Ils considèrent le savoir comme un produit fini et il identifie la situation où il est mis en œuvre. Les élèves en réussite scolaire considèrent qu'un savoir entre guillemets inutile peut être néanmoins important car ça fait réfléchir. Le savoir est perçu comme le produit d'une construction et il a une valeur transférable dans d'autres situations. La troisième dimension concernant les caractéristiques générales est celle du rapport à l'apprentissage. Il existe là aussi des différences importantes entre les élèves en décrochage et les élèves en réussite scolaire. Pour les élèves en décrochage, l'apprentissage est considéré selon une conception bipolaire. Je sais ou je ne sais pas. Je peux ou je ne peux pas. Ce sont des élèves qui sont centrés sur la tâche et le travail requis par l'apprentissage semble se réduire au suivi des consignes scolaires, au respect des règles de comportement. Ils sont centrés sur des tâches parcellaires et prennent peu de distance par rapport aux exercices demandés. Ils s'en remettent enfin à l'enseignant qui dit ce qu'il faut faire et ils présentent donc une forte dépendance vis-à-vis de l'enseignant. Les élèves en réussite scolaire ont un autre rapport à l'apprentissage. Apprendre est un processus qui nécessite un engagement du sujet dans une activité qui requiert des recherches, des élaborations successives, des hypothèses. Ils construisent dans l'activité des connaissances, des compétences pérennes et peuvent ainsi opérer des transferts. Ils perçoivent qu'il existe une spécificité des contenus d'apprentissage et des disciplines qui transcendent la diversité et la succession des exercices et divers moments scolaires. Ils présentent une certaine autonomie par rapport au travail et par rapport à l'enseignant. Un autre aspect que l'on peut mettre en avant lorsqu'on prend en compte les caractéristiques générales est celui du rapport à la règle. Et là, je vous incite à utiliser le cadre de Meillard et Berton dont on avait parlé lorsqu'on a parlé de la citoyenneté et qui présente effectivement différents niveaux d'appropriation de la règle relatifs à différentes règles. Les règles institutionnelles, les règles de groupe, les règles des jeux, les règles de sécurité, les règles d'apprentissage sont investies différemment et sont respectées différemment par les élèves et ça renvoie effectivement à des niveaux d'intégration de la règle différents allant de l'anomie ou de l'autonomie négative à l'autonomie. Le dernier élément qu'on peut mettre en avant est celui du rapport aux autres, c'est-à-dire à la fois du rapport aux autres camarades, mais également du rapport à l'enseignant. On peut effectivement caractériser les attitudes vis-à-vis des camarades dans des tâches de coopération ou d'entraide, mais on peut aussi mettre en place des tests sociométriques pour essayer de voir un petit peu quelles sont les relations dans la classe. On peut également utiliser, pour présenter les caractéristiques générales, la classification d'Arnaud Delem-Laurin, qui est plus spécifique à l'EPS et qui est présentée dans un ouvrage qui s'appelle Didactique des APS et qui date de 1990. Cette classification peut être tantôt utilisée dans la catégorie caractéristiques générales lorsqu'on cherche à caractériser les élèves globalement en EPS, ou dans les caractéristiques spécifiques lorsqu'on cherche à préciser les comportements des élèves par rapport à une APSA précise. Les auteurs distinguent donc les élèves hors tâche et les élèves en activité. Les élèves hors tâche ne participent pas aux cours, font autre chose,
et les élèves en activité respectent effectivement les consignes qui sont données par l'enseignant. Dans les élèves hors tâche, on a les élèves actifs et les élèves passifs. L'élève actif fait quelque chose mais ne fait pas ce qui est demandé par l'enseignant. Et l'élève hors tâche passif est assis. Dans les élèves en activité, on a les élèves en activité fonctionnelle. Ce sont des élèves qui font pour faire, qui font pour le plaisir, pour la sensation. Des élèves par exemple qui ne prennent pas en compte l'élastique en son hauteur et qui aiment se jeter, se recevoir dans les tapis, sont typiquement en activité fonctionnelle. Les élèves en saut en longueur qui doublent parce qu'ils aiment bien, lorsqu'il y a un plinth, sauter sur le plinth et être en l'air et se réceptionner, sont en activité fonctionnelle. Les élèves à la piscine qui plongent et qui ressortent aussitôt à l'échelle pour replonger le plus rapidement possible sont en activité fonctionnelle. Ce sont des élèves qui sont centrés sur la sensation, qui ont du plaisir à faire. Les élèves qui sont en activité, mais cette fois-ci de performance, sont essentiellement centrés sur la comparaison sociale. Ce qui les intéresse, c'est leur positionnement. Où est-ce qu'ils sont dans la classe? C'est également le barème qui les intéresse. Enfin, les élèves en activité technique sont des élèves qui sont centrés sur les critères de réalisation et qui demandent à l'enseignant quelles sont les meilleures manières de faire. Passons maintenant à l'évaluation diagnostique dans les APSA elles-mêmes, c'est-à-dire à la définition des caractéristiques spécifiques. Il existe cependant plusieurs types de situations d'évaluation. Des situations d'évaluation complètes, comme en badminton par exemple, où les situations d'évaluation initiale et finale peuvent être les mêmes. Et puis des situations plus partielles, comme en rugby par exemple, ou en escalade où il y a des problèmes de sécurité et où la situation initiale s'enrichit progressivement au cours du cycle. On a donc une évaluation diagnostique qui s'opère sur des situations plus partielles. C'est également le cas en gymnastique ou lorsque la situation ou le cycle contribue à l'élaboration d'un projet qui nécessairement s'inscrit dans la durée. Dans tous les cas, la situation d'évaluation diagnostique est sans doute à adapter d'emblée aux caractéristiques de la classe. En CO, par exemple, un parcours en étoile ou un parcours en aile de moulin est sans doute plus adapté pour une classe difficile qu'une véritable CO où on perdrait de vue les élèves pendant un temps beaucoup trop long. Passons maintenant aux outils qui permettent effectivement d'opérer l'évaluation diagnostique. Une manière d'accéder aux représentations et aux conceptions des élèves est proposée par Bernard David dans sa thèse en 1995. Il demande aux élèves, concernant le rugby, de donner 5 mots qui caractérisent pour eux le rugby. À partir de là, il construit une grille où il oppose des termes: devenir rusé, être musclé, marquer, jouer groupé, devenir fort, devenir malin, c'est génial, c'est ennuyeux, la course, la mêlée. Et les élèves sont amenés à coter ce qu'ils pensent effectivement du rugby. Et un profil apparaît. C'est un outil relativement efficace, ça, qui permet de voir, dans une activité donnée, quelles sont les représentations et les conceptions dominantes chez les élèves. Y a-t-il des différences entre les élèves, entre les garçons et les filles? C'est un outil qui me paraît opérationnel et intéressant dans le cadre à exploiter dans le cadre du suivi de stage et que je vous invite largement à utiliser. De manière plus classique, on peut distinguer des critères qualitatifs et des critères quantitatifs. Dans les critères qualitatifs, on a des grilles de conduite typiques et des échelles comportementales. Dans les critères quantitatifs, on peut se référer à la performance ou à un certain nombre de critères quantitatifs exprimés pour la plupart du temps en termes statistiques. Kramer, dans la revue EPS 298, montre qu'on peut distinguer la performance pondérée et l'évaluation critériée. Les grilles de conduite typiques largement utilisées dans l'Académie de Lyon renvoient à une évaluation critériée. Elles se distinguent des grilles comportementales par le fait qu'elles mettent aussi l'accent
sur l'intention de l'élève. Et ces grilles de conduite typiques dans l'Académie de Lyon font apparaître essentiellement 3 dimensions. Le niveau de la sauvegarde, où l'élève cherche généralement à maintenir son équilibre de terrien. La dimension perceptive, qui amène l'élève à traiter des informations de plus en plus pertinentes et ainsi à devenir de plus en plus efficace dans ses conduites et dans la PSA. Et le niveau de la stratégie, où l'élève cherche effectivement à anticiper la situation à venir de manière de plus en plus efficace. Elles sont utilisées en badminton, en escalade. On trouvera dans la littérature et dans la revue EPS de nombreux exemples de ces grilles de conduite typiques. Ces grilles de conduite typiques font également apparaître d'autres indicateurs. En badminton, par exemple, l'espace attaqué, l'espace défendu, la nature des trajectoires, la nature des coups, les modes de déplacement et de replacement et les postures constituent des indicateurs qui permettent de décrire les élèves avec plus de précision. Au cours de l'évaluation diagnostique, on peut bien évidemment aussi se centrer sur la performance réalisée par les élèves qui constitue un indicateur intéressant. On parle également de performance pondérée, c'est-à-dire que ici par exemple vous avez un outil dont on a déjà parlé qui se nomme un nomogramme et qui met en relation d'un côté un indicateur relatif au nombre de possessions sur le nombre de tirs et de l'autre côté le nombre de buts sur le nombre de tirs. D'un côté, vous avez un indicateur qui caractérise la qualité de progression de la balle. De l'autre côté, vous avez un indicateur d'efficacité quant au nombre de tirs effectués par rapport au nombre de buts marqués. L'ensemble étant mis en relation peut permettre effectivement d'obtenir une note. Alors, ces indicateurs sont à utiliser avec précaution car ils sont très fluctuants et pour un même élève ou pour une même équipe, on obtient souvent des rapports qui sont très fluctuants au cours du cycle. Je terminerai cette présentation en disant que l'évaluation diagnostique est donc un moment important du cycle et qu'elle nécessite de la part de l'enseignant un savoir-faire dans le choix à la fois de la situation dans laquelle je vais effectivement opérer l'évaluation diagnostique et dans le choix des critères. Je dirais également que certains critères renvoient plutôt à l'aspect didactique et d'autres critères vont effectivement donner une coloration pédagogique particulière au cycle. Dernière chose, lorsque c'est possible, il me semble important d'associer d'emblée l'élève à l'évaluation pour le conduire progressivement vers une évaluation formatrice, dont on parlera au CM numéro 5. Je terminerai en vous rappelant que, bien évidemment, vous pouvez poser des questions dans le forum et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions dans le CM de mardi. Je vous remercie, à bientôt.